Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 8 septembre 2022 et donc on va faire un point sur le contexte de marché. Aujourd'hui c'est une séance importante, hein. On va prendre connaissance de la décision de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Donc, dans ce contexte-là, les indices européens ont terminé la séance d'hier de manière plutôt mitigée. Le FTSE a baissé de 0,86%, le DAX a gagné 0,35%, donc avant cette décision très attendue de la BCE. Et ce sont les services publics qui ont grimpé suite d'informations selon lesquelles des mesures d'urgence visant à contrôler la flambée des prix de l'électricité sont envisagées par les responsables européens. À Wall Street, on a effacé les baisses du début de séance en raison de la détente des rendements obligataires suite aux commentaires de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine. Alors tout d'abord, la vice-présidente de la Fed, Brainard, a déclaré que la faiblesse de la demande européenne et chinoise était désinflationniste, mais que la Banque centrale avait besoin de plusieurs mois de faible inflation pour être rassurée et marquer le pas. Mester, de son côté, membre de la Fed, a déclaré qu'il est beaucoup trop tôt pour conclure que l'inflation a atteint un pic alors que les pressions salariales montrent peu de signes d'apaisement. Par conséquent, selon elle, la Fed doit relever ses taux pour les porter légèrement au-dessus de 4% d'ici le début de l'année prochaine, puis les maintenir à ce niveau. Toujours par rapport aux politiques monétaires, on notera la Banque du Canada qui a relevé ses taux d'intérêt de 75 points de base pour les porter à 3,25%, conformément aux attentes des analystes, et donc ça a porté les coûts d'emprunt à leur niveau le plus élevé depuis 2008. Et les responsables politiques ont également déclaré que les taux d'intérêt devront encore augmenter compte tenu des perspectives d'inflation. Sur le front de la crise énergétique en Europe à présent, les prix du pétrole sont tombés à un plus bas, des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis janvier 2022. Alors visiblement, les inquiétudes liées à la baisse de la demande mondiale ont éclipsé les avertissements du président Poutine concernant le retrait potentiel de toute forme d'énergie russe. Et d'ailleurs, j'avais dit avant-hier que le Kremlin avait rejeté la faute sur Samsung. C'était une erreur, c'est Siemens. Je me suis rendu compte après la publication du Good Morning Market. Alors, on notera également que les données décevantes du plus grand importateur, donc la Chine, et le renouvellement des confinements dans plusieurs villes ont freiné les perspectives de la demande. L'EIA, de son côté, a relevé les prévisions de demande de pétrole pour 2022 de 20 000 barils par jour, mais a réduit la croissance de la demande pour 2023 de 90 000 barils par jour. Donc, un marché de l'énergie qui est comme toujours pris en étau. On a un repli considérable. Ce sont les craintes de la baisse de la demande qui prennent le dessus malgré les menaces de Vladimir Poutine. On garde tout de même en tête que les perspectives sur le long terme restent haussières. Et d'ailleurs, la nouvelle première ministre britannique compte autoriser à nouveau la fracturation hydraulique pour qu'on ait plus de production de pétrole. Alors certes, il y a des choses qui sont mises en place concernant le marché pétrolier, mais cela ne permettra pas de compenser éventuellement la perte de la totalité du pétrole russe. Alors on notera également sur le marché des changes pas mal de volatilité avec le GBP qui a testé ses creux de la pandémie, le yen qui a atteint un plus bas depuis 1998, l'euro qui est brièvement tombé à un plus bas niveau depuis 2002, mais par la suite l'euro a retrouvé des couleurs et l'euro USD a atteint à nouveau la parité. Donc il y a eu aussi beaucoup de volatilité sur le marché des changes et donc les devises les plus performantes auront été l'euro et le franc suisse. Et donc focus sur le rendez-vous de la journée. Aujourd'hui, décision de la Banque centrale européenne avec une conférence de presse à 14h45. La décision d'aujourd'hui est très difficile à prendre. Alors, est-ce qu'on augmente les taux même si cela signifie une récession pour la zone euro ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le mandat principal de
de la BCE, c'est donc la stabilité des prix et donc la maîtrise de l'inflation est une priorité absolue pour l'institution, pour la Banque Centrale Européenne. En plus de ça, on garde en tête que les estimations flash de l'inflation IPCH en Europe pour août ont bondi à un record de 9,1% en glissement annuel. Alors, bon, selon certains, c'est principalement de l'inflation du côté de l'offre et donc la Banque Centrale n'aurait pas pu l'empêcher, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que la banque doit à présent rester, maintenir le statu quo, rester inactive et ne pas intervenir. Alors le resserrement hein, justement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne permettra donc d'empêcher, de nous éloigner d'une spirale dont tout le monde a peur, et donc c'est cette spirale prix-salaire qui ne pourrait qu'aggraver les choses. Donc on doit intervenir, et que la BCE augmente de 50 ou 75 points de base, c'est un grand pas hein, par rapport à une banque centrale européenne qui est d'habitude connue pour être accommodante. Mais bon, on a un euro qui souffre, qui n'arrive pas à retrouver des couleurs, même si les attentes étaient plus hawkish de la part de la BCE, et donc l'euro pourrait continuer à se débattre, même si on a une hausse des taux de 75 points de base, et une hausse de plus de 75 points de base est inenvisageable. Donc voilà pour faire le point sur la position de la BCE qui est plutôt complexe. Hein. C'est sûr que la parité va être très certainement abordée, la parité entre l'euro et le dollar, hein, même si la Banque Centrale Européenne dit qu'elle ne se soucie pas du taux de la monnaie unique, c'est une question qui va être posée. Hein. Je vous rappelle encore une fois que le mandat principal de la BCE, c'est la stabilité des prix et donc la maîtrise de l'inflation. Ceci étant dit, on passe sur le compartiment action, sur les indices boursiers, qui vont certainement être soumis à de la volatilité. Aujourd'hui, un DAX qui continue de retrouver des couleurs, un DAX qui essaye de s'installer au-dessus des 13 000 points, qui n'y arrive pas, qui l'a testé du bout d'une mèche supérieure. On remarquerait ici une lagging span qui s'attaque à une petite jaune au moment même où les prix s'attaquent aux 13 000 points. Donc ça renforce vraiment cette résistance. D'un point de vue H4, alors ça prend tout son sens. Hein. Ici, on le voit, pour passer au-dessus des 13 000 points, ça signifierait sortir du nuage par le haut. Hein. C'est également un palier de Kijun. Donc c'est vraiment un niveau considérable. C'est un seuil psychologique que l'on connaît, que l'on a déjà vu agir. Hein. Vous voyez, souvenez-vous ici, les 13 000 points n'étaient pas si loin que ça de la ligne de coup. Hein, du double creux. C'était même très précisément la ligne de coup de ce double creux, hein, que j'aurais dû mettre plus à ce niveau-là. Donc c'est pour vous dire que ce niveau est un très très gros niveau, c'est un niveau très important, et en plus de ça, on dirait que l'on voit apparaître, on a l'impression de voir l'émergence ici d'une figure en épaule, tête-épaule inversée. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir, je pense que ce sera beaucoup plus visible en utilisant des flèches. Et donc, bien sûr, ça nous rappelle la précédente figure de retournement, avec une même ligne de coup à 13 000 points. Ici, c'était un double creux. À présent, on a une petite figure en épaule, tête-épaule inversée. Dans tous les cas, que ce soit une ETE inversée ou que ce soit autre chose, on a une ligne de coup, c'est indéniable, et on aura donc un objectif théorique. Un objectif théorique très proche hein, du précédent. Donc le précédent objectif théorique du double creux était ici à 13 500 points. Nous sommes à 13 400. Hein, donc attention, en cas de cassure de ce niveau, en cas de sortie par le haut du nuage, on pourra aller chercher les 13 400 points. Ici, on dirait qu'on a la formation d'une figure en épaule tête épaule inversée avec une ligne de coup qui correspond à la ligne de coup de la précédente figure de retournement, qui, je vous le rappelle, hein, nous a permis de surpasser l'objectif théorique. Hein. Par la suite, on a gagné plus de 7%. Donc voilà pour le DAX. À suivre. Le DAX est secoué par ce qui se passe avec la Russie, par la crise énergétique. Hein, c'est l'un des plus touchés. Concernant le Nasdaq, alors on y voit beaucoup plus clair en H4. Donc ici déjà, ce qu'on voit en données journalières, on n'a pas validé la sortie par le bas du nuage, on a réintégré le nuage par la suite. On va le voir en données H4, on a cette figure en épaule tête épaule dont on a parlé, on a atteint l'objectif théorique, on évolue dans le nuage, mais ce nuage journalier que voici est renforcé par le nuage H4. À l'intérieur de celui-ci, le nuage H4 vient renforcer cette résistance. Je vous rappelle que le nuage agit déjà comme un frein.
On est à l'intérieur, mais on est freiné. Il faut imaginer qu'il y a une certaine résistance à l'intérieur du nuage. Et donc cette résistance est multipliée par 2, éventuellement, avec ce nuage H4 qui vient augmenter la résistance à ce niveau-là. Donc, bon, certes, on a peut-être une figure de retournement sur le DAX, on est en train de tester la ligne de coup, mais en tout cas sur le Nasdaq, en données H4, on fait face à une énorme résistance à ce niveau-là, aux alentours des 12 300 points. Qu'en est-il du S&P 500? Le S&P 500, lui, est sur le point de sortir par le haut du nuage. Et en données H4, c'est la même chose. Certes, on est sur le point de sortir par le haut du nuage journalier que voici, hein, mais nous avons le nuage H4 ici qui vient le renforcer, qui vient renforcer la borne supérieure ici. Donc c'est la SSA. Nous avons la SSB ici, c'est celle qui aura tendance à faire le plus de paliers. On peut la reconnaître visuellement assez facilement. Je vous rappelle d'ailleurs qu'Ishimoku, même s'il paraît compliqué, est très visuel. Ishimoku, de son nom complet, Ishimoku Kinko Io, signifie en japonais l'équilibre des graphiques d'un coup d'œil. Donc d'un coup d'œil, on peut déceler quelle est la SSB, parce qu'il y a des paliers ici, et quelle est la SSA, qui ne va pratiquement pas faire de paliers. Les paliers de la SSA sont tout petits et ça s'explique par la méthode de calcul. Donc, vous voyez, d'un coup d'œil, ici, on arrive à avoir une grosse résistance à ce niveau-là et on comprend qu'il faudra un gros catalyseur pour pénétrer cette zone de résistance beaucoup plus forte que la précédente et en sortir par le haut. Donc, voilà pour le Nasdaq et pour le Dow Jones. Alors ici, on intègre en données journalières, on intègre à peine le nuage et en données H4, c'est la même chose. On est dans le nuage. Et on a un nuage H4 qui vient renforcer la résistance. Donc, nuage journalier que voici, et le nuage H4 se trouve à ce niveau-là. Donc, vous l'aurez compris, certes, on rebondit. On a une figure de retournement, potentielle figure de retournement sur le DAX, mais on s'attaque à un niveau clé. Ce ne sera pas la première fois que l'on aura une figure de retournement qui est invalidée au contact des cours avec la ligne de coup. En plus de ça, des indices américains qui sont confrontés à des résistances en données H4, donc les nuages Ishimoku, ici pour le Nasdaq, ici pour le S&P 500, ici pour le Dow Jones. Donc on reste prudent. Si l'on constate que les vendeurs reprennent le contrôle du marché au contact de ces résistances, effectivement, ce sera une opportunité de vente. On passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies. Alors la dernière fois, avant-hier, on avait parlé de cette décorrélation. Alors c'est pas une décorrélation entre le Bitcoin et l'Ether, c'est plus une surperformance de l'Ether. Malheureusement, ça a été vrai à la hausse, ça a été vrai également à la baisse, parce qu'on est reparti à la baisse par la suite. On avait un Bitcoin qui était coincé sous le nuage. Après, donc le Bitcoin a lâché prise, les vendeurs ont repris le contrôle. L'Ethereum lui avait réussi à sortir par le haut du nuage pendant que le Bitcoin était à ce niveau-là. On va le voir tout de suite. Lui, l'Ether, lui, a réussi à s'extirper du nuage. Ça correspond à cette zone très exactement. Il faut savoir qu'on est vraiment à l'aube donc d'une transformation majeure de la blockchain Ethereum. On passe du proof of work au proof of stake. Le proof of stake est une nouvelle méthode de consensus pour valider les blocs qui va nécessiter 99,95% d'énergie en moins par rapport au proof of work. On parle beaucoup de ce consensus du proof of work qui est très énergivore et là donc il n'y aura plus de sujet concernant l'énergie consommée pour la validation des blocs pour Ethereum, étant donné qu'on passe au Proof of Stake. Alors, avant cela, il y a plusieurs choses à faire avant de merge et les investisseurs suivent à la trace l'avancée et les déclarations des développeurs. Alors, on était passé à Bellatrix, c'était le dernier... la dernière étape avant de merge, ça s'est très bien passé au début, il y a eu quelques difficultés par la suite. Donc lorsque ça s'est très bien déroulé, on a eu une hausse de l'Ether, ce qui a permis une surperformance de l'Ether par rapport au Bitcoin qui lui patinait sous le nuage. Par la suite, on a eu quelques difficultés durant Bellatrix et donc repli considérable. Attention pendant de merge. Alors, on me demande beaucoup, mais comment s'y préparer donc une journaliste qui me posait la question, comment les investisseurs peuvent se préparer à de merge. Alors, il n'y a rien à faire. L'Ether restera l'Ether, il n'y aura rien à convertir, il n'y aura pas d'Ether 2.0 qui est différent de l'Ether actuel.
Tout ce qu'il y aura certainement, il y aura de nombreuses arnaques, des sollicitations pour éventuellement extirper des données de comptes de trading d'investisseurs. Alors gardez en tête qu'il n'y aura rien à faire si on vous contacte et on vous dit il me faut votre code de compte de trading pour convertir vos Ether 1.0 en Ether 2.0. Non, fuyez, vous n'aurez rien à faire en tant qu'investisseur, que ce soit chez XTB ou ailleurs. Le passage d'Ethereum de Proof of Work à Proof of Stake ne nécessitera absolument rien. Peut-être qu'il y aura des dépôts ou retraits bloqués chez d'autres exchanges, mais en tout cas chez XTB, vous n'aurez rien à faire. Donc voilà pour le compartiment des crypto-monnaies. On reste vigilant à quelques jours de merge qui devrait intervenir entre le 10 et le 16 septembre très exactement. Et je vous le rappelle, ce sera une date très importante pour Internet parce que Ethereum, c'est peut-être l'avenir du Web 3, c'est peut-être l'avenir d'Internet. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold effectivement qui a rebondi finalement sur cette ligne de coup. Alors on parle beaucoup de ligne de coup, vous voyez. Si on aurait cassé cette ligne de coup, on aurait eu ce double sommet et donc on aurait eu éventuellement un objectif théorique à 1300 $ l'once. Il n'en est rien, on avait suspecté un double creux. Et on le voit ici, le double creux semble se matérialiser. Alors encore une fois, je précise, même si personnellement, lorsque je suspecte un double creux, j'aime entrer en position ici, au début du double creux, c'est extrêmement risqué. Le mieux, c'est d'attendre la cassure de la ligne de coup. Mais effectivement, lorsqu'on rentre au début d'un double creux, si on a raison, vous voyez, dans ce cas-là, on gagnerait 12%, alors qu'en entrant à la cassure de la ligne de coup, on gagne la moitié. Ici, comment ça s'explique? Tout simplement, c'est beaucoup plus risqué d'entrer ici sur le second creux, et ce qui rémunère, malheureusement, c'est le risque. Bon, donc mieux vaut attendre la cassure de la ligne de coup pour aller chercher son 5% éventuellement, mais tout dépendra du dollar. Le dollar qui a déjà gagné beaucoup de terrain et qui pourrait marquer le pas. Donc cette figure pourrait se réaliser. Pétrole WTI, vous voyez comment c'est replié considérablement. Alors je pense qu'on a atteint un creux de court terme. Je pense que c'est un bon point d'entrée à mon avis pour aller se rapprocher des 90 $ le baril. En tout cas, on aura les 88 $ avant cela. Donc bon, même si le pétrole WTI est très casse-gueule, très compliqué ces derniers mois, il y a une configuration très intéressante ici, vous voyez, en données mensuelles, tout de même, c'est du très long terme. On a effectué simplement un retour à la moyenne, un retour à la Kijun mensuelle. Vous voyez, depuis quand on n'a pas testé la Kijun? On n'a pas touché la Kijun depuis novembre 2020. D'un point de vue statistique, d'un point de vue même économétrique, ce retour à la moyenne est tout à fait normal. On revient à la Kijun. Effectivement, si on la casse, il faudra s'inquiéter parce qu'on a un énorme trou d'air de près de 50% ici. Mais je ne pense pas qu'on va casser cette Kijun et c'est peut-être un excellent point de départ pour une reprise haussière, pour repasser au-dessus des 100 $ le baril, peut-être. Alors, gaz naturel, rien de nouveau. Coton, la chute se poursuit. Est-ce qu'on va revenir sur la ligne de coup, ce qui me paraîtrait assez insensé à suivre, parce qu'avant cela, il y a le seuil psychologique, la barre des 100. Que l'on retrouve ici, et on l'a peut-être même testé, on l'a pratiquement testé. Donc voilà pour le marché des matières premières, rapide revue du marché d'échange à présent. Vous voyez le billet vert qui perd du terrain. On va peut-être revenir ici sur les récents sommets. Vous voyez, d'un point de vue H4, on a cassé la Kijun, on pourrait retrouver éventuellement le nuage si on venait tester les récents sommets. À très court terme, c'est ce que je vois pour le moment, c'est ce que j'envisage. Cela permettrait à l'euro-dollar de progresser en direction de la Kijun pour peut-être aller chercher les 1,01. Mais on est bien loin de renverser cette tendance-là. Dans tous les cas, après une telle baisse de l'euro-dollar, près de 20% sur l'euro-dollar, vous voyez, c'est aux portes du bear market qu'on rebondit, c'est-à-dire le repli de plus de 20% depuis les récents sommets. Donc on est vraiment sur le fil du rasoir et donc l'euro-dollar va devoir nous dessiner une figure chartiste avant de se retourner, et en dessinant cette figure chartiste, il faudra traverser le nuage et traverser cette oblique baissière qui relie les récents sommets. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Prudence pour la décision de la Banque Centrale Européenne, une décision très attendue, assez inédite, une Banque Centrale Européenne plutôt
plutôt accommodante, une banque centrale européenne qui a une position plutôt compliquée, qui doit maîtriser les prix, qui fait face à un euro-dollar à la parité. Donc on a vraiment hâte de voir quelle sera l'issue de ce rendez-vous très important. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente séance de trading, je vous souhaite une très bonne journée, on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.